la une ce soir. La justice doit être faite. Les personnes qui sont coupables doivent être quand même sanctionnées. Racisme au SPVM. Le chef Fadi Daguerre veut rebâtir les ponts. On souhaite que le SPVM puisse clairement bien répondre aux questions. Également, ce soir, guerre commerciale avec les États-Unis. Ça fait plaisir de vous voir. Dominique Leblanc confiant malgré l'ultimatum qui arrive à grands pas. Et des femmes surprises chez elles par des livreurs d'Uber Eats. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un là dans l'appartement. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée. Il y a près de 2 mois, il y a un véritable séisme qui a secoué le poste de quartier 39 à Montréal-Nord. Il y a une partie de l'équipe de nuit qui a été démantelée en raison d'allégations de racisme impliquant 16 policiers. La mairesse, à ce moment, avait promis que la lumière allait être faite. Eh bien, aujourd'hui, le chef de la police de Montréal, Fadi Daguerre, va s'adresser aux élus municipaux. Et je joins Lily. Donc, il y a d'ailleurs une rencontre citoyenne qui va se tenir ce soir et le chef de police va répondre aux questions du public. Oui, ce sera la première fois que Fadi Daguerre s'adresse aux citoyens depuis le scandale qui a éclaté à la mi-juin. Tu l'as dit, c'est une unité de 16 agents de patrouille du poste de police 39 qui a été démantelée à la suite d'allégations graves de racisme et d'inconduite. Ce qui a marqué vraiment, ce sont ces policiers qui auraient coupé des mèches de cheveux aux personnes interpellées et les auraient gardées en guise de trophée de chasse. Donc, c'est ici à l'hôtel de ville. On peut voir derrière moi, il y a une salle où la rencontre va se tenir. Mon caméraman pointe vers justement les places qui sont là. Il y a une 50aine de places. Est-ce que ce sera assez? On verra. Et il y a beaucoup de policiers sur place également qui sont là pour la sécurité. On s'est rendu un peu plus tôt dans Montréal-Nord. Voici ce que les citoyens avaient à dire. Qu'est-ce qu'on attend du SPVM aujourd'hui? Franchement, après la situation qui s'est passée, je pense que installer des bodycams sur les policiers serait la meilleure solution. Les bodycams seraient vraiment ce que je demanderais au minimum. On ne peut pas savoir c'est qui a tort, qui a raison dans des situations comme ça. Tu sais, aux États-Unis, quand il y a des choses qui arrivent, au moins il y a les bodycams, il y a les preuves. La justice doit être faite. Les personnes qui sont coupables, qui ont commis ces gestes-là, haineux ou racistes, doivent être quand même sanctionnées, moi je trouve. C'est la moindre des choses. Et Lily, que se passe-t-il avec les policiers visés par des allégations de racisme? Oui, il y en a 3 qui ont été suspendus, 3 qui ont été réaffectés à des tâches administratives et 3 qui ont été transférés dans d'autres unités. C'est ce qu'on apprend dans une vidéo envoyée aux employés, une vidéo interne dont la presse canadienne a obtenu copie. Les allégations ont aussi été transmises au directeur des poursuites criminelles et pénales et l'enquête se poursuit. Mais pour l'opposition officielle à la Ville de Montréal, le chef de la police se doit de répondre aux questions des citoyens ce soir. Puis aujourd'hui, c'est un moment qui est charnière. C'est un moment où on peut vraiment s'assurer que des bonnes actions puissent être mises de l'avant. C'est vraiment la suite de l'histoire qu'on écrit pour rétablir la confiance. C'est pas normal que des gens, quand ils se promènent, se font interpeller puis qu'on coupe leurs cheveux. Ça doit cesser immédiatement. La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, sera notamment sur place pour accompagner le service de police de la Ville de Montréal. Et la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, ne sera pas sur place pour permettre au processus de se tenir en toute transparence. C'est ce que dit l'administration municipale. Donc, ça commence à 18h et les gens commencent à arriver. Là. On le voit ici, il y a de l'ambiance. Oui, on va faire le point ce soir dans notre bulletin de 22h. Merci, Lily. Merci, au revoir. Des femmes craignent pour leur sécurité après avoir vécu des expériences troublantes avec des livreurs d'Uber Eats et DoorDash. Même si elles ont précisément sélectionné l'option laisser à la porte, les livreurs seraient entrés dans leur domicile sans prévenir. Un reportage de Juliane Perrault.
Yo, il y a quelqu'un chez nous, là, c'est moi qui s'imagine les bruits. Imaginez-vous un soir tranquille, vous commandez à souper sur une plateforme en ligne et vous sélectionnez l'option « Livrer à la porte ». Vous allez faire une sieste et quand vous vous réveillez, votre livreur est dans votre domicile. C'est arrivé à Megan à Lévis. Elle a partagé son expérience sur TikTok et elle a plus de 10 000 mentions j'aime. Elle n'est pas seule à avoir vécu une expérience similaire. Puis là, en fond, je me suis comme un peu endormie sur le divan. Tu sais, quand tu as le sentiment de te faire pas regarder, mais c'est un peu le même principe. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un là dans l'appartement. Puis là, c'est là que je descends l'escalier qu'un monsieur continue à prendre quelques pas vers moi, là. Donc, je vois que c'est mon Uber avec ma bouffe qui est rentrée chez nous. J'arrive pour DoorDash, ça me dit une trentaine de minutes. Je suis comme, OK, donc je vais aller prendre ma douche. Je sors de ma douche et là, moi, j'ai juste mis une serviette parce que je pensais comme aller chercher mes vêtements et le livreur était dans mon appartement. En fait, je suis tombée face à face sur lui. Il me dit que, en fait, quand j'ai pris mon repas, il m'a vue et il m'a trouvée jolie. Après l'incident, Megan a écrit à Uber en expliquant que le livreur est entré chez elle. Uber répond « Nous sommes désolés d'apprendre votre mauvaise expérience » en précisant qu'elle peut bloquer le livreur. Elle demande « Qu'en est-il de mes questions de sécurité ?» Et Uber répond « Puisque nous avons déjà apporté la meilleure solution possible, nous clôturons cette conversation. » Tu regardes les commentaires, puis on aurait dit qu'il n'y a même pas un homme à qui c'est arrivé, c'est seulement des jeunes femmes. À quel point est-ce que c'est sécuritaire maintenant de se faire livrer à la maison? Je sais pas. Invité à commenter, Uber Eats nous précise par écrit que les livreurs ne peuvent jamais pénétrer dans un domicile sans autorisation. Nous encourageons les clients à nous signaler ce type de comportement afin que nos équipes puissent prendre les mesures appropriées, ce qui peut aller jusqu'à la suppression du compte de l'application. Moi, ce qui m'a fait un peu peur, c'est la crainte de savoir que quelqu'un travaille et peut prendre vos informations personnelles et peut revenir en fait vous voir. Comme là, mon copain est en vacances et je ne suis pas à l'aise à commander toute seule. Et sur un point de vue légal, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on n'a pas barré notre porte, sommes-nous responsables? J'ai posé la question à une experte. Mais je pense que en fait, l'infraction serait peut-être plus appropriée, ça serait harcèlement. Parce qu'on pense souvent qu'harcèlement, c'est obligé d'être des comportements répétés, mais pas nécessairement. Du harcèlement, ça pourrait être une seule chose qui constitue un comportement harcelant parce qu'elle a donné des raisons de crainte à la personne. Ces femmes-là devraient appeler la police. Ça reste que c'est extrêmement inquiétant puis envahissant. Moi, je peux facilement imaginer qu'on considère que c'est du harcèlement. Finalement, DoorDash nous a aussi répondu en précisant « La sécurité est l'une de nos priorités absolues. Les Dashers doivent respecter les directives de livraison choisies par le client. Si un client est confronté à un comportement inapproprié, nous l'encourageons à communiquer immédiatement avec le service à la clientèle. » À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Les négociations intensives pour conclure un accord entre les Américains et les Canadiens pour éviter les tarifs douaniers se poursuivent aujourd'hui à Washington. Et selon plusieurs médias, dont CTV News, le Canada pourrait déposer une entente au début de la semaine prochaine, soit quelques jours à peine avant la date butoir du 19 août. Pour en parler, je joins le professeur en relations internationales à l'American University à Washington, Gareth Martin. Bonsoir, Monsieur Martin. Bonsoir. Bon, là, on sent que tous les efforts sont mis pour éviter des tarifs de 50 Là, on parle, possiblement qu'une entente pourrait être déposée lundi. Est-ce que ça demeure quand même une bonne nouvelle, tout ça? Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle certainement pour le Canada et ce serait une bonne nouvelle pour les relations entre les États-Unis et le Canada qui n'ont pas toujours été faciles ces dernières années. Mais bon, il ne faut jamais oublier qu'avec l'administration Trump, il y a une impermanence constante. Et donc, même si cet délai est résolu la semaine prochaine, on pourrait s'attendre à de nouveaux rebondissements dans le futur. Bien, justement, parce que rien ne serait joué. Encore faut-il que Donald Trump, après ça, accepte quand même cet accord-là, possiblement. Là. Oui, puis il faut qu'il l'accepte sur la durée, parce qu'évidemment, la manière dont les décisions sont prises à Washington sont fondamentalement centrées sur une personne et une personne seulement, et une personne qui est toujours à même de changer son avis. Donc ça, c'est la difficulté dans les relations commerciales avec les États-Unis, c'est que Donald Trump change souvent d'avis et il utilise multiples approches pour essayer de mettre de la pression sur les alliés et sur les ennemis. Bon, ici au Canada, on a parlé notamment, possiblement de concessions comme le retour de l'alcool américain sur les tablettes, le retrait des tarifs sur le secteur de l'automobile. Est-ce que, selon vous, le Canada n'a pas le choix, en fait, de faire ces concessions-là pour tenter d'arriver là à une entente? Je pense qu'il y a une question de timing. C'est important de pouvoir mettre en avant certaines concessions potentielles, mais c'est important de garder d'autres leviers dans le futur parce qu'on sait évidemment que l'administration va essayer souvent par d'autres mesures de mettre pression.
Après, c'est aussi, il faut des leviers qui puissent être réutilisés si les relations ne s'améliorent pas dans le futur. Et en terminant, j'aimerais qu'on discute d'un événement assez particulier qui s'est produit lors du sommet de l'OTAN en juillet dernier. Donald Trump qui a été exfiltré d'Air Force One dans un camion traiteur pour être amené dans un autre avion. Tout ça, est-ce que ça nous démontre un peu à quel point les États-Unis avaient peur que l'Iran les attaque? À ce moment-là, ça a été dévoilé par le Washington Post, là. Oui, donc évidemment, il y a un élément secret. On ne connaît pas toutes les informations, mais on peut imaginer que les services secrets ont utilisé ces moyens qui sont quand même très saugrenus et inouïs. C'est qu'ils devaient quand même avoir une menace crédible. Et on sait historiquement, certainement, l'Iran a eu des raisons, des motivations et des plans pour essayer d'aller après le président américain, même quand il était en campagne en 2024. Mais évidemment, on va dire l'optique d'un président qui se cache dans un container est assez surprenante. Vraiment. Et ça ne s'est pas vu non plus de manière très, très régulière quand même, de s'évader, on peut le dire comme ça, d'aller dans un autre avion. Monsieur Garrett Martin, mais en direct, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci de m'avoir reçu. Sur la scène internationale, maintenant, en Colombie, on est au lendemain du tremblement de terre le plus meurtrier du siècle. Le plus récent bilan fait état d'au moins 240 morts et plus de 1300 blessés. Les services d'urgence sont toujours, bien sûr, à la recherche de survivants. Il y a le président colombien qui a annoncé que des subventions seront accordées aux personnes qui sont maintenant sans logis. Plusieurs propriétaires de services de garde en milieu familial menacés de fermeture doivent vraiment pousser un soupir de soulagement. C'est que Québec a accordé un sursis aujourd'hui à ces garderies dont l'accréditation est paralysée auprès du gouvernement. C'est une mesure quand même, il faut le dire, qui est loin de faire l'unanimité. Il y a même une propriétaire d'un service de garde qui a décidé de fermer. Juliette Poirot l'a rencontrée. Moi, c'était la liberté. La liberté de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux. Joanne a été éducatrice à la petite enfance pendant 29 ans. Il y a 2 ans, elle a décidé de fermer son service de garde éducatif en milieu familial privé, les Petits Trésors à Saint-Lin, à la suite de l'adoption de la loi 1 par le gouvernement du Québec qui oblige tous les services de garde en milieu familial à obtenir une reconnaissance du gouvernement. Parmi les exigences à respecter, on retrouve notamment la formation obligatoire et on ajoute à ceci une formation de perfectionnement annuel et avoir aussi un programme éducatif favorisant le développement de l'enfant. Elles seront soumises en plus à la surveillance d'un bureau coordonnateur avec 3 visites à l'improviste par année. Mais moi, c'était plus le fait, le gouvernement ne veut pas qu'on sorte aujourd'hui, on va pas dehors. Il fait trop chaud. Mais oui, mais moi, j'ai plein d'arbres. Pourquoi moi, je n'irais pas dehors? Moi, je juge que je les installe à l'ombre. On est super bien. Je push des jeux d'eau, let's go, nanana, puis c'est fonctionnel, puis je vais y aller. Pourquoi que j'ai pas le droit d'aller dehors, moi? Je me trouvais pas libre de décider. Le travail des éducatrices en milieu familial a vécu de nombreuses transformations dans les dernières années. C'est une profession qui est parfois mal comprise, selon Jeannette Olmos, qui est responsable d'un service de garde en milieu familial subventionné depuis plus de 25 ans. Alors pour moi, ça, c'est important d'être accrédité. Être accrédité, ça donne aussi une rassurance à les parents. Ça nous protège à nous dans tout ce que c'est la loi, OK, dans tout ce que c'est la protection aussi pour les enfants. Alors, les choix de les autres filles qui ne voulaient pas être accréditées, l'exemple qu'ils donnent, dit « Oh mon Dieu, c'est beaucoup de paperasse. C'est beaucoup d'exigences. En plus de ça, c'était un agent de conformité qui peut sonner à la porte n'importe quand. Il faut que je passe à les empêchements d'antécédents à ma famille. La loi 1 entre en vigueur le 1er septembre, mais aujourd'hui, le gouvernement du Québec a accordé un sursis aux services de garde éducatifs en milieu familial qui sont actuellement dans le processus pour obtenir une accréditation. Par courriel, le ministère de la Famille m'explique que l'objectif du projet de loi 1 qui a été adopté en 2022 est d'accroître la qualité du réseau afin d'assurer la sécurité des tout-petits. Et l'une des façons d'y arriver, ça passe par l'intégration à terme des personnes non reconnues dans le réseau. Pour tous les autres milieux de services de garde qui n'ont pas obtenu de reconnaissance du gouvernement, eh bien, ils pourront seulement accueillir 2 enfants au lieu de 6 ou bien des enfants qui proviennent de la même famille. Actuellement, partout au Québec, on parle d'un peu plus de 1000 services de garde en milieu familial qui ne sont toujours pas accrédités. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info.
Une vingtaine d'entreprises provenant de partout dans le monde ont démontré de l'intérêt pour construire le troisième lien entre Québec et Lévis. C'est ce qu'a annoncé la première ministre aujourd'hui en marge d'une conférence de presse pour présenter des candidats. Il y a des entreprises basées au Canada, mais même en Corée du Sud et même en Chine qui font partie des intéressés. Christine Fréchette considère que c'est encourageant l'enthousiasme des compagnies concernant le projet. Salut Alain! Salut Sabrina! Bon, sondage léger québécois qui nous dit qu'il y a près de la moitié, en fait, des répondants qui sont indécis par rapport aux prochaines élections. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir droit peut-être à une issue surprise le 5 octobre prochain? Je ne sais pas si ça va être une issue surprise, mais ça, ce que ça nous dit, c'est que pendant tout l'été, les chefs ont parcouru l'ensemble du Québec, ont présenté des candidats et candidates, et il n'y a pas grand-chose qui a bougé, d'où toute l'importance de la pré-campagne qui a commencé, je dirais, officiellement cette semaine. Tout le monde est sorti des vacances. Il y a eu des publicités. Oui, les publicités qui sont là, les panneaux. Donc, on voit les thématiques commencer à s'installer. Et surtout, cette campagne électorale qui va commencer, je dirais, aux alentours de la 3e semaine du mois d'août, si toutes les rumeurs se confirment, va nous offrir quelque chose d'imprévisible parce qu'en ce moment, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire quel sera le résultat de l'élection. Parce que là, toujours selon le sondage, PQ qui reste en tête, bon, on est à 30 % suivi du Parti libéral et de la CAQ. Quand on fait des sondages comme ça, est-ce que les partis décident quand même de revoir un peu leur stratégie? C'est clair que ça doit chambouler les plans des organisations parce qu'ils ont préparé un plan de match qu'ils veulent suivre. Ils veulent essayer de ne pas avoir de distraction. Mais quand ils arrivent avec des résultats comme ça, je pense au Parti libéral du Québec qui a chuté de 7 points dans le vote francophone alors qu'ils n'ont pas le choix de passer par des victoires dans le secteur francophone en région s'ils veulent accéder au pouvoir. Mais dis-moi, Charles Milliard n'a pas été en mesure d'aller chercher les gens du vote francophone? Bien là, clairement, mais on l'a entendu par plusieurs personnes. On ne l'a pas vu pendant la période estivale. Il était sur le terrain. Bon, il est allé à différents endroits, mais on ne l'a pas vu au niveau médiatique. Donc, les gens n'ont pas vraiment eu accès à lui. Ouais. Est-ce que le Parti libéral nous prépare une campagne de notoriété pour qu'on apprenne à le connaître un peu plus? Ça va être un enjeu. Mais un autre élément qui est important, c'est les thématiques. Lorsqu'on regarde les thématiques qui intéressent les Québécois et les Québécoises, on parle des services de santé et services sociaux. Donc, c'est loin des enjeux. Bon, le coût de la vie, naturellement, mais c'est loin des enjeux que les partis nous poussent dans la gorge quand ils parlent d'immigration, qui parlent d'enjeux identitaires. Puis je pense au Parti québécois qui veut faire un référendum. Le référendum, est-ce que ça va demeurer quand même la question de l'urne encore? On disait ça avant la période estivale, mais est-ce qu'on s'enligne encore pour ça? C'est clair que Paul Saint-Plamondon ne voudra pas en faire la question de l'urne, mais est-ce que les partis d'opposition vont vouloir rentrer ce sujet-là alors qu'il a dit dans sa publicité, on va être un gouvernement qui va dire les choses et qui va faire ce qu'il dit? Rapidement, Christine Fréchette lui a dit, bon, bien, donc vous avez prévu un référendum, vous allez le faire. Donc, on sent que tout le monde va vouloir jouer là-dessus, et particulièrement Charles Milliard, s'il veut créer une confrontation avec le Parti québécois, il devra faire de cette question la question de l'urne. Vraiment. Donc, Alain, merci beaucoup. On va pouvoir se retrouver, bien sûr, demain pour continuer de parler de cette pré-campagne. On va en parler encore beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Les méga-productions hollywoodiennes dominent toujours les palmarès de films. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a 3 films d'ici qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en se hissant dans le top 10 du box-office québécois. Et Marika Simard a voulu savoir comment de gros titres québécois pouvaient influencer la fréquentation des salles de cinéma. Je ne sais pas si vous passez un bel été, mais les cinéphiles, eux, passent un très, très bel été. Même s'il est encore un peu trop tôt pour avoir les chiffres officiels, il semble qu'on est allé plus souvent au cinéma cet été. Bien, nous, on a vraiment senti un engouement depuis le début de l'été. On a eu quelques mois un peu plus tranquilles, puis là, le public est de retour plus nombreux, puis ça fait du bien. Et là, comme une bonne nouvelle n'attend pas l'autre, bien, les films québécois jouent aussi du coude avec les gros blockbusters américains. Parce que regardez bien ça. Évidemment, on a Spider-Man qui reste de loin le grand favori cet été. Il est suivi de près par l'Odyssée. Mais là, cette semaine, surprise, un film québécois, 125 rue des Malaises, qui se retrouve dans le top 3 du box-office. En 4e position, qu'est-ce qu'on retrouve? Encore un film québécois. On retrouve Rédemption de Luc Picard. Et il y a même un 3e titre québécois qui se retrouve dans le top 10,
et j'ai nommé le film Françoise. Cette année, il y a vraiment une grosse compétition de retour de films américains et ils sont vraiment, les gens, ils vont, je veux dire, quand on regarde l'Odyssée ou Spider-Man ou tous les films famille, pour nous, on a pris une décision, on va sortir contre les films américains. Si on a des bons films, le public va venir. Et effectivement, le public vient. On vient vraiment se confronter contre les Américains. Et puis, moi, je suis très content de voir qu'on réussit à se démarquer dans cette immersion totale américaine. Depuis le 1er juillet, on a commencé avec Françoise. Après, il y a eu 125 rue des Malaises. Puis maintenant, on a Rédemption. Les 3 films attirent beaucoup de monde dans nos salles. Le cinéma québécois, cet été, au Cinéma Beaubien, ça représente plus de 60 % du box-office. Alors que les premiers mois de l'année étaient plus tranquilles que d'habitude. Ça tournait plus autour de 30 %. Donc, c'est pratiquement le double. C'est vraiment c'est assez exceptionnel. C'est attribuable à? À des titres porteurs qui mobilisent les gens. Puis, je pense qu'il y a des têtes d'affiche aussi qui ont été capables de donner, qui ont donné envie aux gens de se mobiliser. C'est sûr que durant l'été, normalement, les gens vont venir voir une comédie. Bon, François, c'est une comédie, c'est plus facile, c'est plus accessible. Moi, j'ai pris aussi je me suis dit, je vais venir avec Rédemption, qui est complètement autre chose, qui n'est pas une comédie, mais qui est un film vraiment réussi de Luc Picard. Pour moi, c'est important de dire, je vais présenter autre chose que des comédies, puis autre chose contre les Américains, et je pense que mon film va se démarquer dans ce monde-là, parce qu'on va offrir quelque chose de différent. Quand on regarde ce qui se passait il n'y a pas si longtemps, on se dit que c'est assez intéressant, ces résultats-là. En 2025, les Québécois étaient pas mal moins nombreux à être allés au cinéma qu'en 2024. On parle d'une baisse de 15 % de fréquentation entre ces 2 années. À Montréal, Marie-Casse Simard pour Nouveau Info. Le légendaire joueur du Canadien Serge Savard a tenu aujourd'hui la 7e édition de son tournoi de golf caritatif au club de golf Le Mirage. Et parmi les invités, vous les avez peut-être reconnus, il y avait les champions de la Coupe Stanley de 1986 qui s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui pour l'événement. Et ça souligne également les 40 ans de leur exploit. 25 anciens joueurs étaient donc présents. Mais bon, au-delà des retrouvailles, l'événement a franchi un cap important. Ce sont près de 18 millions de dollars qui ont été amassés depuis les 7 dernières années pour soutenir notamment les athlètes de l'Université de Sherbrooke. Et puis ce soir, c'est une bonne soirée pour observer les étoiles filantes. Mais le pic des Perséides est attendu dans la nuit donc de mardi à mercredi. C'est en raison de la nouvelle lune. Le ciel sera plus sombre qu'à l'habitude et le spectacle pourrait être particulièrement impressionnant cette année. On le sait, on pourrait voir des dizaines et des dizaines d'étoiles filantes tout au cours, à chaque heure, en fait, au cours des prochaines heures. Alors voilà, ce soir, nous allons discuter avec un francophone en Colombie pour parler de la situation du séisme là-dessus. Bonne soirée, à plus tard.